Bonjour, nous sommes ici à Saint-Pétersbourg dans l'antre, l'atelier du peintre Jeff Strick. Jeff habite ici à Saint-Pétersbourg en Floride, hein, je précise, pas en Russie. Depuis pas mal d'années maintenant. Il va nous raconter un petit peu tout ça. Saint-Pétersbourg, c'est connu pour les plages de sable blanc qui sont absolument délicieuses, magnifiques. Pour aussi ces musées d'art qui sont vraiment le plus grand musée d'Ali est ici à Saint-Pétersbourg. Et puis il y a un muséum of fine art, je crois qu'il s'appelle. Il est absolument délicieux aussi. Vous avez vraiment un grand nombre de peintures européennes. Vous avez une équipe de hockey super performante, des fabriques de cigares qui sont aussi haute qualité. Et la nouvelle star depuis 2019, c'est Jeff qui fait la une des journaux ici depuis qu'il a créé un partenariat avec le Florida Grand Opera. Alors ça fait quand même depuis le début du Courrier de Floride qu'on se connaît, depuis même les premières semaines je crois. Hein. Jeff nous a fait le plaisir de nous faire deux couvertures, deux peintures en couverture, et c'est vraiment des très bons souvenirs. J'espère que ça se renouvellera. Et donc on a particulièrement apprécié. C'est la première fois qu'on fait une vidéo sur un artiste particulier. Donc c'est vraiment qu'on apprécie beaucoup son travail. On n'est pas les seuls. Et c'est pour ça qu'on voulait vous montrer un petit peu ce qu'il a fait. Alors Jeff, tu es originaire de Bourgogne. Tu peux nous expliquer comment tu es arrivé aux États-Unis? Tu as eu plusieurs vies. Tu as commencé par les arts, par les beaux-arts à Dijon. Et tu es revenu beaucoup après plusieurs vies. Tu es revenu aux États-Unis comme un artiste qui prend donc cette dimension-là. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es arrivé aux États-Unis? Ben voilà, bonjour. Et merci d'être ici parce que c'est rare. D'habitude, aucun reporter, journaliste est rare. Rares sont les personnes qui viennent ici parce que c'est ma cave, voilà, et qu'elle est très personnelle. C'est ici que je produis la plupart de mon travail depuis que j'ai déménagé de New York. Auparavant, j'ai vécu 6 ans à New York. Après avoir vécu 8 ans à Paris, déménagé en fait de Bourgogne, et puis voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et oui, je me suis établi à Saint-Pétersbourg en Floride, parce que c'est vrai que c'est une belle ville qui est extrêmement dynamique depuis quelques années. Ça a été long à mettre en place, mais bon, on a je crois, des musées qui sont réellement exceptionnels, avec le musée d'Ali, qui a une des plus grandes collections au monde d'originaux ici, puisque Dali avait donc travaillé pour un collectionneur qui a créé ce musée il y a 50 ans, plus de 50 ans. Voilà. Et le Fine Art Museum, comme tu le disais, qui est aussi en plein essor. Et alors toi, pourquoi tu as choisi la Floride alors? Parce qu'en fait, il faisait trop froid à New York. Et c'est si simple que ça? Oui. C'est vrai? Bon. Complètement. Et non, en vacances, quelquefois en Floride, ici, sur la plage, bon, il n'y avait pas photo, donc c'était impératif de venir travailler ici. Bon, ensuite, il y avait, j'ai vécu les événements de 2001. Et le World Trade Center. Voilà. Donc en fait, je me suis dit, ok, il y aura jamais, il y aura une autre attaque un jour ou l'autre. Et puis en fait, je me suis dit, il faut quitter les grandes agglomérations de ce type-là. Et il faut dire qu'avant. Alors Tampa, c'est comme 3 millions d'habitants, je crois, dans l'agglomération. Oui, en tout, oui. Oui, mais c'est étalé. Voilà, c'est étalé. Et puis, on se sent un peu plus rassuré parce qu'on a quand même la plus grosse base militaire ici à CENTCOM et SOCOM. Ils prennent soin du business ici. Voilà, donc c'est vrai que quand je suis arrivé à Saint-Pete, j'avais de très bonnes relations avec, j'en ai toujours d'ailleurs, avec les militaires français qui sont établis au village de la Coalition ici. Et ça m'est arrivé de peindre leurs portraits, notamment quelques généraux et amiraux français qui sont de passage ici. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire beaucoup de portraits. Et puis peindre uniquement que des portraits. Et t'as semblé plus naturel de redevenir artiste, de te relancer dans le monde de l'art aux États-Unis qu'en France?
En fait, le monde de l'art est un monde vicieux, pervers et surtout manipulé. Et surtout en France d'ailleurs, où il faut être un lèche-botte pour pouvoir vendre ses peintures et avoir une carrière. C'est clair. Voilà, non, c'est clair, parce qu'en fait, je l'ai vécu, hein, de province comme à Paris, si on ne fait pas partie d'un groupe politiquement correct ou dit introduit, il est impossible d'avoir une carrière. Donc, et surtout, je voulais absolument ne pas faire part des dragues, des fracs qui sont des musées, des musées de bêtises, puisqu'en fait, ce sont des artistes qui sont copineux, je dirais même copinards, voilà, qui ont ces commandes d'État. Et donc, je ne voulais pas faire partie. Donc, en fait, aussitôt... Oui. Mais, aux États-Unis, ici, par exemple, on a beaucoup de foires d'art en Floride, à Miami principalement au mois de décembre. On a quand même aussi le pire comme le meilleur. Hein. Oui, mais là, ici, aux États-Unis, si on a même le pire et le meilleur, au moins, c'est l'avantage d'être rigolo. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut, on peut s'en moquer et puis on peut en parler et on a une liberté d'expression qui permet de critiquer sans forcément être traité de bête immonde. Alors qu'en France, à partir du moment où on devient, entre guillemets, critiquant, on a une étiquette qui barre la route. Voilà. Donc, en fait, je suis parti de France en 98. Le 1er mai 98 et le 2 mai 98 arriva à New York. J'ai cherché un emploi que j'ai trouvé le 4 mai et j'ai commencé à bosser pour une boîte d'archi, c'était fabuleux. Et puis à un moment donné, j'ai dit il faut arrêter de travailler pour un boss et travailler pour moi-même. Donc je me suis mis à la peinture à New York et c'était rigolo. Voilà. Il y a une dimension un peu exil. Je reviens à cette couverture qu'on avait fait avec le Courrier de Floride, le radeau de la Méduse. Je vais le mettre en surimpression. Il est juste derrière moi. Là, c'est un petit peu cette dimension de l'exil des Français qui vont tenter leur chance aux États-Unis parce que tu penses qu'il n'y a vraiment pas assez de liberté, de possibilités dans le monde artistique français. Ah bah oui, complètement. Et je l'ai vu dès ma première semaine en arrivant à New York. La liberté d'expression ici est quand même beaucoup plus protégée qu'en France. Et je l'ai vu parmi les collectionneurs qui achètent mes peintures. C'est un support qu'on a ici, qu'on n'a pas en France. Voilà, donc en fait, moi, je suis ravi d'être ici. Je conseille à tous les artistes français, du moins ceux qui peuvent, hein, parce que ça demande de gros efforts. Hein. Malgré tout, l'herbe n'est pas aussi verte aux États-Unis qu'on pourrait le croire. Il faut se battre, il faut travailler. Mais en fait, ce qui est bien aux États-Unis, c'est que les nuls sont mis de côté. Voilà, on ne peut pas faire semblant. Ou alors, si on fait semblant, c'est qu'il y a un système qui va l'entretenir. Et ils sont répertoriés. Mais en France, une merde artistique peut avoir de la valeur parce que un critiqueur ou un critiquant ou un intellectuel ou soi-disant intellectuel va en donner une certaine valeur. Voilà. Il faut savoir que le marché de l'art est bâti sur une grosse supercherie, une escroquerie, au point où moi on m'a proposé, Jeff, si tu veux que ta peinture soit vendue $300,000, on te trouve un expert qui va l'expertiser pour $300,000. Bon, il faudra lui payer 10%, mais il te fera un certificat. Ça, c'est la France. Et les commissaires français travaillent de la même façon. Et donc, évidemment qu'on peut vendre des toiles, des nullités, voilà, dites ou n'importe quoi, des tas. Maintenant, on est beaucoup dans les tas et les creux en France. Voilà, on a des tas de briques, des tas de bois, des tas de... Voilà. C'est la tendance depuis que... Je vais à Miami, mais voilà, on appelle ça des installations, n'importe quoi. Et encore, on fait ça depuis 70 ans, mais on vend des tas. Voilà. Donc, on expose des tas, surtout dans les dracs et les fracs.
Toi, Teta, toi. Non, mais toi. on est, on n'est pas sur le même genre de tas quand même. On a de l'empilement quand même sur l'étoile. On en parlera. On aura beaucoup de juxtapositions. Mais voilà, ma femme, quand on parlait de toi en venant, elle me disait voilà, Jeff, il y a vraiment une dimension classique. Tu vois, il y a une dimension moins folle. Moi, c'est plutôt ton côté fêlé que je vais apprécier. Ma femme te voit plus comme un artiste classique. Elle est prof d'art, donc voilà. Oui. Donc, comme quoi, il y a quand même une impression qui peut être assez différente dans ton travail. Je crois que on sera tous d'accord pour dire qu'il y a une énergie qui est quand même assez surnaturelle, assez prononcée. Peut-être un peu plus de bon, on l'entend la manière dont à ta critique que tu as un caractère assez prononcé et on le ressent un peu dans ton œuvre, hein. Ouais, je suis d'accord avec ça, oui. Difficile de dire le contraire, mais c'est vrai que classique, oui, parce que j'estime que les maîtres sont, sont des maîtres. Donc, on doit les étudier, les connaître et les appréhender et en prendre le meilleur, les digérer et apprendre à non pas les imiter, mais apprendre ce qu'il y a de meilleur qui correspond avec ses états d'âme, ses émotions et ce qu'on veut faire passer. Donc c'est vrai que je pique et j'emprunte des techniques, des sujets, des thèmes en fait, qui font partie de la nuit des temps de l'histoire de l'art, hein, que ce soit des thèmes religieux, bibliques évidemment, mais aussi sociaux, contemporains, etc. Et, euh, et en fait, j'en fais une soupe, voilà, c'est ma soupe. Et, euh, et ensuite, l'énergie, elle est là, parce qu'en fait, je critique à travers mes peintures ce que l'art contemporain a fait de l'art en général. Et c'est une piqûre de rappel, c'est-à-dire que je propose aux, aux spectateurs ou aux personnes qui collectent mes peintures. C'est-à-dire que l'art sans une base solide, sans fondation, ne peut pas exister. Voilà, parce qu'il est, même s'il est éphémère par moment, si on n'a pas cette tradition, cet héritage culturel, on n'a rien, quoi. Voilà, parce que c'est ce qui nous construit. Et on doit construire quelque chose sur quelque chose de solide. Voilà, c'est comme l'architecture, quoi. Voilà, on pose les bases et on peut construire n'importe quoi au-dessus. Et si on veut s'élever de plus en plus haut, il faut que les bases soient solides. Sinon, si on n'a pas de base, on n'a rien. Et alors, l'année dernière, tu as changé un petit peu de méthode de travail en débutant un partenariat avec The Florida Orchestra, le TFO. Qui est le grand orchestre de la baie de Tampa. Donc, comme je disais, l'aglo, c'est 3 millions d'habitants. Donc, c'est à peu près la taille de Paris Intramuros, hein, c'est ça, 3-4 millions. Donc, beaucoup plus étendu, ceci dit, avec les villes de Tampa, de Clearwater et de Saint-Pétersbourg pour l'essentiel. Et donc, ce partenariat, il a vraiment marqué au niveau local. Donc, vous avez déjà eu 2 représentations. Jeff est devenu l'artiste en résidence du Florida Orchestra donc ils ont créé un procédé qui est que l'orchestre joue, c'est son rôle, et Jeff peint devant une caméra pendant des mois avant la représentation et ce film de ces peintures représente une œuvre. Donc par exemple ils ont fait le Don Quichotte de Strauss et donc là c'est le Polichinelle donc qui va être tourné, ça sera la 3e représentation, et donc ces films sont des petits chefs-d'œuvre. Alors les 2 premières, il a peint les toiles les unes par-dessus les autres, donc c'est en plus une œuvre assez éphémère puisque toutes les toiles ont été peintes sur le même tableau. Tu peux nous raconter un petit peu comment tout ça est né et où est-ce que ça se dirige? Ouais. Ça va être rapide, c'est-à-dire que ne voulons pas exposer dans des galeries d'art parce que le marché de l'art est encore rompu. Il me fallait bien que je monte mes peintures quelque part. Et parce que c'est comme ça qu'un artiste existe, c'est quand il partage ses émotions et qu'il les montre, surtout. Donc, et j'ai eu la chance de rencontrer une libraire,
qui est fantastique. La libraire du TFO, hein, du Florida Orchestra, est là, et que je connais depuis plus de 10 ans maintenant, et avec qui chaque matin on prenait le café. Au premier café créé à Saint-Pite, Café Kawa. Voilà. Et pendant des années, on parlait de musique tous les matins. Voilà. Et il y a 3 ans, donc, elle a eu l'idée de me proposer de faire comment on appelle ça, une présentation diapositive ou photographique au-dessus de l'écran. Et ça n'a pas marché puisque l'ancien patron de la boîte, du TFO, comprenait pas forcément ce que je voulais faire. Et puis le dernier a dit banco. Il s'est décidé en 5 minutes. Il dit on a un concert à faire d'ici 2 mois. C'est Schoenberg, La Nuit transfigurée, une œuvre que je connais depuis les années 80, que j'avais étudiée. Donc poème aussi, j'avais étudié lorsque j'étais aux Beaux-Arts. Et cette œuvre ne fait que 28 minutes, mais extrêmement passionnante, lourde d'émotions, d'histoire, et une histoire que beaucoup d'hommes ont vécue. Et j'ai voulu tout donner pour cette œuvre, quoi. Et en fait, quand le chef d'orchestre, qui est brillant, voilà, m'a dit aussi banco, on va faire ça, mais il dit est-ce qu'on n'a que 8 semaines pour le faire? Je dis non, il n'y aura pas de souci, on délivrera. Et donc le challenge était là, et donc j'ai poussé le vice à en fait proposer pendant les premières semaines des images aux personnes qui travaillent avec moi, sans leur donner l'idée définitive du concept, le concept, qui était un film. Donc ils en ont fait la publicité, ils en ont fait le marketing, mais jusqu'à 3 jours, je crois, de la représentation, ils ne savaient pas vraiment ce que je montrais. Et lorsque j'ai montré, lors de la première répétition, ce qu'on appelle sans costume, ils ont vu que c'était un film. Et là, ils se sont rendus compte que j'avais été beaucoup plus loin que ce qu'ils avaient demandé. Et qu'effectivement, c'était la première fois au monde, et même dans l'histoire de la musique, que quelqu'un avait interprété, ou un artiste avait interprété une symphonie pour en faire un film, et non pas le contraire, parce que d'habitude on fait le contraire, on fait un film. Star Wars. Voilà. Et là, on s'est dit, et en fait, j'avais pas du tout notion de ce que j'avais fait. Je savais ce que j'avais peint, mais je n'étais pas très. En fait, je ne croyais pas sur le fait qu'il me disait, mais Jeff, on n'a jamais vu ça. C'était un immense succès. Local. Oui, local, oui. Et en fait, on a eu 3 représentations. Chaque fois, on a eu une standing ovation, on a eu 3 rappels, et à chaque fois. Et je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Et le président, le directeur de l'orchestre, et même le chef d'orchestre me disait, on n'a jamais vu ça. Je ne les croyais pas. Et donc ensuite, j'ai téléphoné à différents, non pas experts, mais professionnels à New York, des PR, des agents de représentation, et en leur montrant ce qui avait été fait et ce que j'avais fait. Et en fait, non. Même cette agence, qui est une des 3 plus grosses aux États-Unis, me dit non, on n'a jamais eu d'artiste qui ait proposé ce type de performance. Et donc, j'ai dit là c'est rigolo, quoi. Voilà. Ouais, là, c'est rigolo parce que c'était instinctif, c'était un peu radical, c'était surtout une sorte de décharge émotionnelle à ce moment-là. Et j'ai vu l'émotion des spectateurs et ils ont compris quoi. Donc, en fait, la musique était tellement belle et les images peintes étaient des références à d'autres artistes, une composition réelle de recherche sur l'art, voilà. Tantôt abstrait, tantôt figuratif, tantôt romantique, tantôt expressionniste. Mais l'expérience d'être dans un théâtre et d'avoir un orchestre symphonique en direct, plus les images qui accompagnent ça, était réellement très très fort. Et Jeff, explique-moi, parce que le problème, c'est que tu as beaucoup de musiciens. Combien de musiciens sur 80-120 musiciens. Comment tu fais pour partager la scène avec eux? Parce que tu peux...
si tu veux, avec la lumière, tu peux t'accaparer justement. C'est un petit peu comme les musiciens qui jouent sur les films Star Wars. Ah oui. On voit ça de temps en temps. Mais qu'est-ce qu'on voit le plus, le film ou les musiciens comment tu fais pour partager avec eux? Ben, c'était le dilemme, parce que la star d'un concert symphonique, c'est tout de même le chef d'orchestre. Et ça, sans lui, rien n'existe. Et ensuite, mais il faut savoir qu'aussi, il y a des orchestres qui jouent par eux-mêmes et le chef d'orchestre est là pour faire du théâtre. Ça aussi, ça arrive. Et parce que la machine, le moteur qui est un orchestre, c'est, ça peut être le moteur d'une Ferrari, d'une BM ou d'une 2 chevaux, quoi. Voilà. Mais en l'occurrence, ici, à Saint-Pite, on a la chance d'avoir un orchestre qui est un moteur de Ferrari, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui est énorme et qui devient de plus en plus le meilleur localement, mais aussi le meilleur nationalement. Et il commence à rayonner autour. Donc c'est un des meilleurs orchestres aux États-Unis. Donc, Ils ont réussi à te faire une place quand même. Ben, ils n'ont pas eu le choix. Voilà. Ils n'ont pas eu le choix. Et, toi, tu leur as laissé une place. La balance entre les deux est assez. Alors, le dilemme, c'est de respecter le travail obligatoirement des musiciens, parce que sans eux, je n'existe pas. Ensuite, le travail du chef d'orchestre, de comprendre ce qu'il veut faire passer, de le faire briller, c'est-à-dire que l'image que je compose ne veut pas l'étouffer, parce que de toute façon, même quand j'étais dans le théâtre, je regardais autour de moi, je chronométrais le temps dont les yeux des spectateurs étaient sur l'écran et non pas à regarder le chef d'orchestre. Donc je voyais le manège des regards, mais j'ai été aidé par les cours, entre guillemets, que je prends avec Ella chaque matin sur l'étude musicale de ses compositions. Je suis obligé de connaître chacun des instruments, comment ils sont interprétés, d'aller dans le détail, quelquefois même challenger, comme dans Don Quichotte, l'histoire de la création par Stravinsky de Don Quichotte. Donc, parce qu'à faire des études... Oui, pardon. De Stravinsky, c'est le suivant qui vient, c'est Polichinelle. À étudier si profondément avec des yeux d'un peintre ou d'un artiste différent d'un musicien l'histoire de cette composition, on ouvre l'éventail des interprétations que eux n'avaient pas. Moi, par exemple, j'ai lu en espagnol et en anglais les 2 tomes de Don Quichotte, et en fait, lorsqu'on connaît l'histoire de Don Quichotte à cette époque, lorsque Cervantes l'a écrit, l'histoire guerrière, sociale, politique à cette époque, la Renaissance, faisait qu'en sorte, Don Quichotte, dans l'esprit de Cervantes, n'était pas quelqu'un de faible, c'était le dernier des knights, des chevaliers. Et ça, j'ai challengé cette idée d'avoir ces 4 siècles de Don Quichotte fêlé, frêle, malade, etc. Et en fait, il n'était pas du tout amoureux de Pulcinella, il était amoureux d'une autre. Et on n'en parle pas de celle-ci. Elle était déguisée, non, elle était habillée en chevalier. Et seule sa chevelure la différenciait. On ne parle pas d'elle. Donc en fait, tout ça, dans mon second film, en fait, je l'ai proposé à l'interprétation. Et en montrant un chevalier qui, certes, était un peu, non pas fou, mais qui était sur un pas de sacrifice ultime de la dernière bataille, puisqu'il savait que c'était sa dernière bataille, car à l'époque, les ingénieurs avaient créé la bombarde qui pouvait tuer à 200 ou 100 mètres, et quelqu'un, un guerrier, alors le chevalier n'avait plus occasion d'être. Donc en fait, est-ce qu'on ne parle pas de Cervantes qui a été emprisonné pendant 5 ans dans les prisons d'Alger avec un poète avec qui il discutait de tout ça. Voilà, il débattait de tout ça. Donc en fait, il a été kidnappé par les islamistes et emprisonné. Et à sa libération, c'est là qu'il a écrit son livre. Tout ça ressort dans... Donc tout ça, c'est obligé de ressortir.
Parce qu'un artiste, c'est forcément une espèce de parabole qui emmagasine. Donc la libre pensée n'existe pas actuellement en France ou un peu plus aux États-Unis, mais raconter ça challenge les idées connes et imbéciles que des critiques, des littéraires, des intellectuels ont voulu nous balancer. Si c'est... Alors, oui, je t'en prie. Non, ouais, merci, c'est mon micro. Comment les gens font pour voir tes toiles s'ils sont en plus dans un autre pays parce que les représentations sont ici, vu que les toiles sont anéanties elles sont recouvertes les unes par les autres. Moi, j'imagine il reste quand même beaucoup de toiles, puis tu produis beaucoup. Est-ce que tu as encore du temps pour produire d'autres toiles que celles que tu fournis à l'opéra? Oui. Non, j'ai beaucoup de temps en fait. En fait, je fais que ça. Je peins tous les jours, voilà, et toutes les nuits. Et il n'est pas possible de voir mes toiles ailleurs que là où on est maintenant. Voilà, les originaux. Il y en a certaines sur ton site internet. Quand voilà. Tu donnes l'adresse. Il y a jeffstrick.com, GEFSTRIK.com. Et bon, il y a quelques peintures. Mais en fait, si vous voulez voir mes peintures, il faut venir au théâtre. Voilà. Et à Tampa, à Clearwater ou à Saint-Pete lors des représentations. Et bientôt peut-être sur Toronto, ou bientôt peut-être, on a déjà des contacts avec d'autres villes, j'espère en France. Voilà. Vous pouvez retrouver Jeff sur son site internet jeffstrick.com. .com comme tu dis, et autrement peut-être en Floride si vous avez le loisir de venir nous rencontrer ici. Et à très bientôt Jeff. Merci.